Bonjour à tous. Je m'appelle Betty. J'aimerais vous parler d'un chapitre important de ma vie, qui m'a amené à relever de grands défis avec ma belle famille et mon mari. Alors que j'étais en pleine procédure de divorce. J'ai pensé que ce témoignage pourrait faire écho à ceux d'entre vous qui ont été confrontés à des critiques injustifiées de la part de leur belle famille. Revenons au point de départ. J'ai rencontré Kevin, mon mari dont je suis aujourd'hui séparée, sur une application de rencontre alors que j'étais une étudiante de 20 ans. Kevin avait 26 ans, travaillait et était stable. Malgré notre différence d'âge, nous sommes tombés amoureux. J'ai toujours pensé que l'amour n'était pas lié à l'âge ou à l'apparence, et le fait que Kevin soit plus âgé n'a donc jamais été un problème pour moi. Cependant, Kevin était troublé par notre différence d'âge. Il me demandait souvent « Pourquoi es-tu avec moi, Betty ? Tu pourrais trouver quelqu'un de ton âge qui te conviendrait mieux. Mais je l'ai choisi parce que je l'aimais et que, pour moi, l'âge n'était qu'un chiffre. » Les insécurités de Kevin étaient profondément enracinées. Il persisterait. Il doit y avoir d'autres raisons, Betty. Ce n'est pas habituel pour quelqu'un comme toi d'aimer quelqu'un comme moi. J'aimerais que tu me dises la vraie raison. Je l'ai rassuré à plusieurs reprises en lui disant que mes sentiments étaient sincères. Je ne voulais pas sortir avec quelqu'un de mon âge. Je l'aimais et c'est ce qui comptait pour moi. Malgré mes assurances, le doute de Kevin persistait, laissant entrevoir des problèmes d'estime de soi plus profonds qui semblaient l'avoir gardé célibataire avant notre rencontre. Désireuse de prouver mon affection sincère, j'ai mis un point d'honneur à ne jamais laisser Kevin dépenser excessivement pour moi. Alors que j'étais étudiante et que je gérais mes finances, je n'étais pas riche. Mais je m'assurais de lui offrir des cadeaux attentionnés et de gérer mes dépenses. J'ai toujours travaillé à temps partiel pour ne pas dépendre financièrement de lui. Kevin semblait apprécier ses efforts, mais malheureusement, son manque d'assurance ne s'est pas estompé et il a continué à mettre en doute la sincérité de mon amour, ce qui m'a profondément blessée. Il a fallu 3 ans pour que je comprenne pleinement l'origine des problèmes de Kevin, lorsque j'ai rencontré ses parents, Samuel et Charlotte. Samuel, le père de Kevin, a eu un coup de chance en gagnant à la loterie, ce qui a radicalement changé leur vie. Cette expérience m'a permis de comprendre l'environnement qui a façonné les perspectives et les insécurités de Kevin. Après avoir gagné à la loterie, Samuel et Charlotte ont acheté une maison somptueuse et ont judicieusement investi le reste de leurs gains. Pourtant, leur nouvelle richesse semblait s'accompagner d'un sentiment de supériorité. Lors de notre première rencontre, Samuel se vantait souvent en disant « Tout le monde ne réussit pas comme moi. Je n'étais qu'un travailleur acharné et regardez où cela m'a mené. » Vous vous rendez compte à quel point il est rare de gagner gros à la loterie? Pourtant, j'y suis parvenu dès mon premier essai. Ils étaient très fiers de leur capacité à prendre des décisions, laissant souvent entendre que Kevin, malgré sa formation universitaire, n'atteindrait jamais leur niveau de réussite financière. Charlotte a souvent suggéré que les précédentes partenaires de Kevin n'en voulaient qu'à son argent, le quittant dès qu'elles étaient plus à l'aise financièrement. Il doutait ouvertement de la capacité de Kevin à prendre de bonnes décisions, ce qui m'exaspérait. Il semblait que les parents de Kevin décrivaient toutes les femmes avec lesquelles il sortait comme des chercheuses d'or. Et avec le temps, Kevin a commencé à croire lui-même à ce récit. L'insinuation selon laquelle je n'étais qu'une autre chercheuse d'or est devenue une partie embarrassante et blessante de leur récit. Lassé de leurs suppositions sans fondement, j'ai pris la défense de Kevin et de moi-même. Je suis désolée, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Kevin a travaillé dur pour établir sa carrière et, avec le temps, il connaîtra un succès encore plus grand. Mais Samuel a rétorqué. Cela ne change rien au fait que les femmes ne veulent de lui que pour l'argent. L'argent que nous avons est le nôtre. Mais Kevin est copropriétaire de la maison. Elle finira par lui appartenir. Chaque fois que ses filles voient notre maison de 350 000 $, je jure qu'elles ne voient que des signes de dollars. Je n'ai pas pu me retenir. Je ne peux pas parler des relations passées de Kevin. Mais je ne suis certainement pas là pour l'argent. J'aime votre fils. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Votre maison ne m'intéresse pas. Charlotte a ensuite dit, ne t'inquiète pas, Betty.
Il est parfois difficile d'accepter que des gens puissent réussir et vivre dans de belles maisons. Vous vivez dans un petit appartement loué avec des colocataires. Tu pourrais commencer à le désirer après avoir passé du temps dans notre maison. Leurs commentaires ont poussé ma patience jusqu'à la limite. J'étais sur le point de perdre mon sang-froid. Kevin a tout entendu, mais il a choisi de ne pas répondre et de ne pas se défendre. Au lieu de cela, il a orienté la conversation dans une autre direction. Son attitude indifférente sur le chemin du retour m'a surprise. Après une visite particulièrement tendue avec ses parents, j'ai décidé qu'il était crucial d'aborder le problème directement avec Kevin. Kevin, tes parents sont injustes et blessants envers nous deux. Pourquoi n'as-tu pas pris ma défense? Kevin soupire, sa frustration est évidente. Que voulais-tu que je dise, Betty? Mon passé n'est pas vraiment encourageant. J'ai déjà été utilisé par des gens qui ne voyaient que la richesse de mes parents et qui prévoyaient quand ils hériteraient de la maison. Même s'ils se sont trompés avant, cela ne veut pas dire qu'ils se trompent surtout. J'ai ressenti un pincement au cœur. Même si ces femmes en avaient après ton argent, cela ne veut pas dire que j'en ai après elles. J'ai souffert que tu restes silencieux pendant que ta famille m'insultait. Kevin avait l'air troublé. Tu sais que ma famille est riche maintenant, et peut-être qu'elle n'a pas tort. Je ne t'accuse pas d'avoir de mauvaises intentions, mais je comprends que cela puisse paraître douteux aux yeux des autres. Tu n'as pas de parents, et à cause de cela, tu pourrais sembler plus dépendant de mon héritage. Ces paroles étaient presque trop lourdes à porter. Ce que tu suggères est absurde, Kevin. Je ne t'ai jamais poussé à dépenser pour moi. Le fait de ne pas avoir d'héritage ne fait pas de moi une chercheuse d'or. Kevin est resté têtu, ne voulant pas voir mon point de vue. Je t'aime et c'est ce qui compte. Ne nous disputons plus à ce sujet. Il a dit, rejetant la nécessité d'une discussion plus approfondie. Alors que certains auraient pu être rassurés par sa déclaration d'amour, je ne pouvais pas me défaire du sentiment qu'il avait encore des doutes sur mes intentions. J'ai essayé à plusieurs reprises d'en discuter, lui proposant même une thérapie pour l'aider à y voir plus clair. Mais il a refusé, insistant sur le fait qu'il n'y avait pas de problème. Au fil du temps, j'ai commencé à prendre mes distances avec sa famille. Nous nous sommes fiancés juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire. Et j'ai trouvé un emploi décent qui m'a permis de commencer à économiser pour notre mariage. Nous avons partagé les frais de mariage à parts égales et nous nous sommes mariés à l'âge de 23 ans. Cependant, les 4 années suivantes de notre mariage ont été difficiles. Kevin rendait fréquemment visite à ses parents et revenait chaque fois plus distant et contrarié. Je savais que Samuel et Charlotte continuaient à lui empoisonner l'esprit, me considérant toujours comme une chercheuse d'or. Malgré mes supplications pour qu'il réduise ses contacts avec eux, Kevin continuait à les voir souvent. Leur influence négative a commencé à affecter profondément sa vision de notre relation, le convainquant que personne ne pouvait vraiment l'aimer pour ce qu'il était, même après des années d'un amour inébranlable de ma part. Et la méfiance de Kevin à mon égard n'a jamais semblé s'atténuer, et le poids de devoir constamment prouver ma sincérité est devenu de plus en plus épuisant. Cependant, le moment qui nous a vraiment mis à l'épreuve s'est produit le jour de l'anniversaire de Kevin. Préférant une célébration discrète, nous avons décidé d'organiser une petite fête autour d'un gâteau à la maison. Enthousiaste à l'idée de rendre sa journée spéciale, je lui ai fait la surprise de lui offrir la montre de luxe qu'il admirait depuis longtemps. Kevin était ravi du cadeau, mais j'ai eu le cœur serré lorsqu'il a suggéré que nous la montrions à ses parents. Malgré mon hésitation, je l'ai suivi. À notre arrivée, Kevin était impatient de montrer sa nouvelle montre à ses parents. Maman, papa, regardez cette magnifique montre que Betty m'a offerte. Je la voulais depuis si longtemps. N'est-elle pas magnifique? Son enthousiasme était palpable. Charlotte réagit avec une légère surprise. Oh, Kevin, il semble qu'elle t'aime finalement. Nous avons été inquiets pendant un certain temps, mais Samuel a rapidement ajouté, ne te laisse pas berner. Charlotte. C'est une chercheuse d'or. Elle a épousé notre fils parce que nous avons une maison de 350 000 $. N'ignorons pas les faits. Je n'ai pas pu contenir ma frustration. Pardon?
Pourquoi pensez-vous que j'ai épousé votre fils pour votre maison? Je travaille et je vis dans un appartement depuis des années. De plus, si l'âge était un problème, pourquoi aurais-je épousé quelqu'un de plus âgé si je ne l'aimais pas vraiment? Je vous assure que je n'ai pas épousé Kevin pour son argent ou votre maison. Je l'ai épousé parce que je l'aime. Kevin peut certainement le confirmer, n'est-ce pas? À mon grand étonnement, Kevin est resté silencieux. Sa réticence à me défendre devant ses parents accusateurs m'a profondément déstabilisée. Je me suis sentie de plus en plus isolée alors qu'il évitait de me regarder dans les yeux, s'enfonçant dans leurs dures suppositions. Poussé à bout, je l'ai confronté. Kevin, pourquoi ne dis-tu rien? Tes parents m'ont toujours qualifié de chercheur d'or. Comment verront-ils jamais le vrai moi si tu ne parles pas? Pourquoi es-tu si silencieux? Dis-leur qu'ils ont tort. L'hésitation de Kevin était palpable. Il marmonna, je ne sais pas ce que tu veux que je dise, Betty. Peut-être que mes parents n'ont pas tout à fait tort. Il est possible que ces mots se soient perdus, mais l'implication était claire. Ce doute, cette incapacité à me soutenir était plus qu'un simple malentendu. Il s'agissait d'une fissure fondamentale dans les fondations de notre relation, qui jetait une ombre sur notre amour et sur la place que j'occupais dans sa vie. Lors de la célébration de l'anniversaire de Kevin, qui a rapidement tourné au vinaigre, j'ai été stupéfaite par les accusations dont j'ai fait l'objet. Es-tu sérieux, Kevin? Tu crois que je t'ai épousé pour tes biens? Ses parents sont intervenus. Leurs soupçons sont clairs. Bizarrement, tu n'as jamais pensé à acheter une maison, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui loue, posséder une maison devrait être une priorité absolue. Vous n'en avez même pas parlé avec lui. Notre maison n'est pas dans tes moyens. Tu ne pourrais jamais t'offrir quelque chose comme ça toute seule, alors épouser Kevin et t'installer ici semble plus logique. Kevin me regarde avec un mélange de doute et de confusion. Oui, Betty, pourquoi m'épouserais-tu? Tu as peut-être des sentiments pour moi, mais je pense qu'il n'y a pas que l'amour. Leurs paroles m'ont laissé sans voix. Tout l'amour et l'affection que j'avais ressentis pour Kevin se sont évaporés en un instant. Mes beaux-parents et mon mari ne voyaient en moi qu'une chercheuse d'or. Si le scepticisme de ses parents était blessant, c'est l'accord de Kevin qui m'a le plus blessé. À ce moment-là, j'ai décidé de mettre fin à notre mariage. Je n'ai pas révélé ma décision tout de suite. J'ai attendu le moment opportun. Une fois Kevin et moi rentrés à la maison, j'ai contacté un avocat et entamé la procédure de divorce. L'avocat m'a assuré que tout serait prêt en une semaine. Pendant ce temps, j'ai déménagé dans une chambre séparée, pour me donner un peu d'espace. Kevin pensait que je voulais simplement me calmer et ne se doutait pas de mes intentions. Lorsque les papiers du divorce ont été prêts, j'ai rassemblé mes affaires et je suis partie. Kevin, visiblement bouleversé, m'a appelé, paniqué. Je lui ai dit de me retrouver à une adresse précise et d'amener ses parents. Malgré sa confusion, il s'est exécuté. Lorsqu'ils sont arrivés, j'ai attendu sous le porche d'une superbe maison. Leur expression s'est transformée en surprise à mesure qu'ils découvraient la scène. Vous devez vous demander pourquoi je vous ai amené ici, ai-je dit en montrant les lieux luxueux. C'est une belle maison, n'est-ce pas? Personne ne peut comparer sa maison à celle-ci. Elle vaut environ 3 millions de dollars sur le marché actuel. C'est assez cher, non? Cette mise en scène était ma façon de leur montrer que leurs accusations et leurs soupçons n'étaient pas fondés. Je n'étais pas la personne qu'ils pensaient que j'étais, et je devais le leur faire comprendre de la manière la plus inoubliable qui soit. Mais cela vaut chaque centime, dis-je en montrant l'intérieur somptueux de la maison, où se trouvaient des meubles valant des millions d'euros. Qu'est-ce que c'est que cet endroit, Betty? Je ne comprends pas pourquoi tu as accès à une telle maison, demande Kevin, perplexe. Pourquoi n'entrez-vous pas tous pour que nous puissions parler correctement? Je ne peux pas tout expliquer ici, sous le porche, suggérai-je en balayant leur étonnement et en les conduisant à l'intérieur. Ils me suivirent, les yeux écarquillés par l'opulence du décor qui nous accueillait. Les propriétaires n'avaient pas lésiné sur les moyens pour meubler leur maison. Alors que nous nous installions dans les canapés en peluche. J'ai pris une profonde inspiration,
prête à aborder l'éléphant dans la pièce. J'ai pris une décision et c'est pourquoi nous sommes ici. J'ai demandé le divorce, ai-je déclaré en tendant les papiers. Nous pouvons procéder à un divorce non contesté si vous êtes d'accord. Quoi? Je ne comprends pas. Pourquoi demandais-tu le divorce? La voix de Kevin était un mélange de confusion et d'inquiétude. C'est simple, ai-je dit, la voix posée malgré la tempête d'émotions qui m'habitait. Tes parents et toi pensaient que je suis une chercheuse d'or. Tu crois que je t'ai épousée pour ta maison et ton argent. Malgré tout ce que j'ai dit, tu as refusé d'écouter. Il est donc préférable pour tout le monde que je parte, vous épargnant ainsi ce que vous considérez comme mes tendances à chercher de l'or. Tu envisages le divorce juste parce que mes parents ont dit ce qu'ils croient être la vérité? C'est ridicule, rétorque Kevin, l'incrédulité colorant son TON. Je pense que c'est mieux ainsi. Répondis-je, fermement décidé. Sa mère, qui observait l'échange avec une expression indéchiffrable, intervint à son tour. Si elle est si catégorique, tu devrais signer les papiers, Kevin. Au moins, tu pourras trouver quelqu'un qui t'aime vraiment. Pourquoi nous as-tu amené dans cette maison, Betty? Tu t'attends à ce que je t'achète cette maison dans le cadre de notre divorce, demande Kevin, la méfiance dans la voix. Pourquoi aurais-je besoin que tu achètes cette maison, Kevin? Cette maison est déjà à moi, ai-je répondu calmement. Je regarde leur choc et leur incrédulité. Ils me regardent comme si je plaisantais. Comment diable peux-tu te permettre d'acheter une telle maison? Tu es locataire et ton travail n'est pas suffisant pour couvrir une telle dépense. Arrêtez de nous mentir. Le père de Kevin a exigé, le ton tranchant de la suspicion. Leur incrédulité était palpable. Mais la vérité sur mon indépendance et ma capacité financière était quelque chose que j'étais prêt à approuver une fois pour toutes. Cette révélation n'était pas seulement une déclaration d'indépendance financière, mais aussi une déclaration d'autonomie. La dynamique de notre relation s'en est trouvée à jamais modifiée. Je ne mens pas, affirmai-je fermement, voyant l'incrédulité sur leur visage. Kevin, tu te souviens quand j'ai dit que mes parents m'avaient laissé un héritage? Cette maison en fait partie. Pour l'instant, elle est sous tutelle, mais j'en hériterai officiellement lorsque j'aurai 31 ans. Je n'ai pas besoin d'avoir un emploi bien rémunéré parce que j'ai un fonds en fidéicommis qui m'attend. C'est impossible, dit Kevin. Tes parents sont décédés il y a longtemps. Ils auraient dû te donner la maison plus tôt. Tu vois, mes parents étaient conscients des sensus potentiels que je pouvais attirer. Expliquai-je. Ils m'ont donc demandé de ne jamais divulguer la maison ou le fonds fiduciaire à qui que ce soit. C'est peut-être de la prévoyance, mais ils savaient que quelqu'un pourrait essayer de m'exploiter. C'est pourquoi ils ont tout placé dans un fonds fiduciaire pour le garder en sécurité jusqu'à ce que j'atteigne l'âge de 31 ans. D'ici là, j'espère avoir trouvé quelqu'un qui s'intéresse vraiment à moi, et non à mon héritage. Oh mon Dieu, Betty, vous auriez dû nous parler de votre fortune. Nous n'en avions aucune idée. C'est une maison assez grande que vous avez. Nous pourrions tous vivre confortablement ici, s'exclame la mère de Kevin. Oui, vous auriez dû nous en parler plus tôt. Nous pensions que vous en vouliez à notre maison. Nous aurions pu éviter tous les malentendus, a ajouté Kevin. L'air soulagé mais quelque peu embarrassé. J'ai toujours su que Betty était parfaite pour Kevin. J'ai toujours dit que c'était une femme formidable. Regardez comme elle est riche. Kevin a trouvé la bonne personne. Son père a renchéri en changeant radicalement de ton. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Leur attitude à mon égard avait changé si rapidement que j'en avais la tête qui tournait. J'ai sorti les papiers et je les ai signés. Comme je le disais, voici ma signature pour un divorce non contesté. Vous pouvez signer ces documents pour faciliter les choses. Si tu veux te battre, on peut aller au tribunal, mais je ne vivrai plus avec toi. Attends, Betty, écoute-moi. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Kevin a plaidé, tu as déjà prouvé que tu n'étais pas un chercheur d'or. Il n'y a plus de raison de divorcer. Nous nous excusons même pour tout malentendu. Ça devrait arranger les choses, non, oui, Samuel a raison. Nous sommes désolés.
Betty. Nous avons douté de toi sans raison, ajoute sa mère. Sa voix est pleine de regrets. Malgré leurs excuses et leur soudain changement d'avis, la clarté de leurs jugements et accusations initiaux est restée dans mon esprit. Cela m'a conforté dans ma décision de m'éloigner d'une relation où la confiance devait être prouvée plutôt que donnée. Je ne veux pas de vos excuses non sincères, ai-je dit fermement. Ma détermination est inébranlable. Pendant 3 ans, tu as laissé ta famille me réprimander et me traiter de croqueuse de diamants. Je m'attendais à ce que tu me défendes, mais au lieu de cela, tu t'es rangé de leur côté et tu m'as même accusé de faire de même. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui ne respecte pas sa femme. J'en ai fini, Kevin. Nous pouvons nous séparer à l'amiable ou faire appel aux tribunaux. C'est à toi de choisir. Charlotte et Samuel tentent désespérément de me faire changer d'avis, me suppliant de faire abstraction du passé. À leurs yeux, ce qui s'était passé n'était qu'un petit malentendu. Cependant, leur manque de remords sincères pour avoir terni ma réputation ne faisait qu'attiser ma colère. Lorsque j'ai atteint mon point de rupture, j'ai exigé qu'ils partent avant d'appeler la police. Ma position ferme les a intimidés et ils sont partis sans autre forme de procès. Au cours des semaines suivantes, Kevin et ses parents ont continué à me harceler. Ils m'ont supplié, imploré et même offert des pots de vin pour me persuader de rester. Leur conviction que l'argent pouvait influencer ma décision n'a fait qu'intensifier ma fureur. C'était une révélation brutale de leur vision persistante de moi comme quelqu'un motivé par un gain financier. Ironiquement, comme Kevin était copropriétaire de la maison avec ses parents, j'avais droit à la moitié de sa part, ce qui ne faisait qu'alimenter leur désir désespéré de réconciliation. Malgré leurs tentatives incessantes, je suis resté ferme dans ma décision de me séparer. J'ai déménagé tous mes biens dans la maison de mes parents, affirmant mon droit d'y rester avant même d'en devenir officiellement propriétaire. Kevin et ses parents ont persisté dans leur tentative de contact, me poussant à changer de numéro de téléphone pour éviter leurs appels incessants à partir de numéros inconnus. Kevin a même tenté de discuter sur mon lieu de travail, mais j'en avais informé la sécurité qui lui a demandé de partir. Kevin n'avait toujours pas signé les papiers du divorce, gardant l'espoir d'un changement de ma décision. Près d'1 an s'est écoulé et la situation n'est toujours pas résolue, ce qui témoigne de la complexité et de la profondeur émotionnelle de nos vies enchevêtrées. Depuis que j'ai entamé la procédure de divorce, et alors qu'il reste moins d'1 an avant la fin de la procédure judiciaire, je me débrouille très bien toute seule. En vivant de manière indépendante, j'ai trouvé à la fois le bonheur et la stabilité financière. J'ai eu quelques rendez-vous, mais je n'envisage rien de sérieux pour l'instant. D'après un cousin de Kevin, sa famille craint maintenant de devoir me payer la part de la maison qui me revient. Les frais de justice s'accumulent et leurs économies s'avèrent insuffisantes. Kevin préconise même la vente de la maison, car il en veut à ses parents pour les bouleversements qu'ils ont causés dans sa vie. À ce stade, leur dilemme ne m'intéresse tout simplement pas. Mon seul objectif est de me libérer de cette famille toxique et de poursuivre ma vie en laissant derrière moi le chaos et la négativité.